Bonjour à tous, on va commencer. Cette matinée va être chérée par ma collègue Christine Largouette, qui est professeure à l'Institut Agro, qui est responsable du master eau, énergie, climat. Cette matinée, c'est une matinée belge. Voilà, c'est nos intervenants qui viennent de plus loin. Je vais laisser Christine présenter Antoinette Rouvroy qui va parler en premier. Et donc le deuxième talk de Toon Calders. Toon vient de la Flandre, d'Anvers, de l'université d'Anvers. Et donc il fera son talk en anglais. Mais on avait fait des petits tests l'année dernière et ça s'était pas trop mal passé. N'hésitez pas à poser vos questions en français ou en anglais après. Si vous les posez en français, posez-les doucement en français parce que Toon comprend bien le français, mais bon, voilà, faut l'aider un petit peu quand même, c'est sympa. Et puis, je vous laisse en bonne compagnie. Bonjour à tous. Donc, merci d'être présents. Au cas où vous l'auriez pas remarqué, la météo nous rappelle que c'est bien la rentrée. Donc, pour ceux qui ont été trempés, il va falloir se sécher un petit peu. Donc, ça va être l'occasion d'écouter le talk de Antoinette Rouvroy, donc qui est professeure à l'université de Namur et chercheuse au FNRS. C'est l'équivalent du CNRS en Belgique, francophone. Donc, elle vient du domaine du droit et de la philosophie, et elle va nous parler du basculement à l'ère numérique et comment accueillir cette transition. Donc voilà, bonne écoute. Merci Antoinette. Merci beaucoup. Alors, je vous remercie aussi pour la pluie parce que, étant belge, je me sens un peu moins dépaysée. Je me sens presque à la maison avec ce magnifique climat. Voilà, j'espère ne pas trop vous sécher, hein, justement, ni vous noyer avec ce que je vais dire. Donc, n'hésitez pas même à m'interrompre parce que vous savez, moi je suis un animal un peu indisciplinaire entre le droit, la philosophie, l'épistémologie. Il peut arriver que prise dans l'élan de la pensée, qui est toujours une sorte d'événement imprévisible qui arrive au psychisme, c'est ça la pensée, eh bien on se met à jargonner. Donc si jamais je me mets à jargonner, vous levez la main et vous dites stop. Voilà, on est assez nombreux, mais on n'est pas une foule non plus, donc on peut se permettre d'avoir quelque chose qui dialogue, et c'est un petit peu l'enjeu pour moi aussi. Je suis vraiment ravie de cette invitation et ravie de venir vous rencontrer, vous qui êtes directement au contact des algorithmes dont on va parler. Au cœur même du réacteur de la numérisation du monde. Je suis absolument ravie de vous rencontrer. Alors tout d'abord, je voudrais rappeler une petite phrase de Gilles Deleuze, qui est un philosophe français, et qui écrivait dans son post-scriptum sur les sociétés de contrôle en 1990, ça fait 90 ça pour vous, en 1990, il écrivait qu'il est facile de faire correspondre à chaque société des types de machines, non pas parce que les machines sont déterminantes, mais parce qu'elles expriment les formes sociales capables de les faire naître et de les utiliser. Alors, au fond, l'enjeu de mon apparition devant vous aujourd'hui, ce serait d'essayer d'un peu élucider quelles sont les formes sociales qui sont aujourd'hui exprimées par les machines apprenantes appelées intelligence artificielle. Mais aussi, quelles sont les formes sociales, les formes de relations sociales produites par ce tournant algorithmique ou ce tournant numérique, et dont la nouvelle facticité numérique, ça y est, je commence déjà à jargonner, la nouvelle facticité numérique hérite de sa plasticité ontologique. Alors quand je dis plasticité, quand je dis facticité numérique, qu'est-ce que je veux dire? Alors très simplement, vraiment, et c'est une vraie caricature, c'est cette idée et qui était déjà présente en fait dans l'esprit de Norbert Wiener. Vous connaissez Norbert Wiener, l'un des fondateurs de la cybernétique. En fait, Norbert Wiener avait cette idée quelque peu étrange, que le monde n'était pas déterminé à l'avance, mais que néanmoins le monde était quand même réductible à des flux de données.
à des données numériques. Et d'autre part, que la science était réductible à des calculs qui peuvent être faits sur ces données. Et c'est ce qu'on appelle, dans le jargon philosophique, une double réduction onto-épistémologique. Une réduction du monde à la totalité des données numériques qui en prolifèrent. Donc c'est une première abstraction. J'ai tendance à dire que l'enfer est pavé de bonnes abstractions. Eh bien, première réduction, l'ensemble du monde, la totalité du monde, c'est les données numériques, c'est ce que j'appelle aussi le comportementalisme numérique, cette idée que finalement, on n'a plus tellement à interroger la matérialité, il suffit d'interroger les données. Mais les données sont pas des faits. Les données sont toujours les effets d'enregistrement, c'est-à-dire de choix, de réduction, de captation, qui sont toujours partielles. Mais c'est ce premier oubli, si vous voulez, c'est ça la première réduction. Et deuxième réduction, pour produire du savoir à propos du monde, il suffit d'analyser les données. Vous voyez, ça c'est le réductionnisme. Et c'est ce que j'appelle la facticité numérique, qui fait que le résultat est que on confond un petit peu la notion de fait et d'information, ou la notion de monde et d'information. C'est comme si vous voulez, et aujourd'hui c'est très fort, cette sorte d'idéologie technique des données massives, c'est comme si les données proliférantes en temps réel et en quantité massive de notre monde numérisé constituaient littéralement la seconde peau du monde. N'en était plus une représentation, c'est plus une représentation du monde, c'est le monde lui-même. Vous voyez ? Donc quelles sont les formes sociales, les formes de relations sociales produites par ce tournant algorithmique et dont la nouvelle facticité numérique hérite de sa plasticité ontologique. Alors que cette plasticité ontologique, c'est cette idée que, eh bien, parce que, au fond, on n'en passe plus nécessairement par du concept, mais qu'on en passe par l'analyse en temps réel des données qui prolifèrent du monde, eh bien, on se défait, enfin, du concept qui paraît toujours très enfermant, de la même manière que le langage humain. Le langage humain est toujours suspect. L'interprétation humaine est toujours suspecte d'être idéologiquement contaminée, d'être beaucoup trop partielle, beaucoup trop partiale, d'être toujours trop genrée ou trop, trop infusée de perspectives colonialistes, etc. Donc on a cette idée, si vous voulez, d'une sorte de neutralité. Les données, c'est la neutralité même. Les données, c'est le monde lui-même. Vous voyez, c'est ce que je vais un peu questionner ici. Donc, je ne pourrais pas décrire ici en détail ce que produit le type de société ou quel type de société ou quel type de désinstitution imaginaire de la société produit une telle intermédiation algorithmique qui ne se présente même plus comme intermédiation dans la mesure où le calcul lui-même n'est plus perçu comme secondaire ou représentatif d'une réalité antécédente, mais se substitue à la réalité antécédente. Donc, vous voyez, je ne saurais pas vraiment vous dire en détail ce que ça produit, ça, comme type de société, mais je vous dirai quand même quelques mots qu'il faudra entendre comme autant d'indications un peu expressionnistes de ce que certains perçoivent positivement comme une sorte de nouvelle image de la pensée ou péjorativement comme un nouvel esprit du capitalisme numérique. Il existe effectivement, pour reprendre les termes de Nick Land, qui est un philosophe anglais, père de ce qu'on appelle l'accélérationnisme de droite, mais ça je vais laisser de côté. Pour lui, il existe une sorte d'identité téléologique entre la cybernétique et le capitalisme. Donc vous voyez, on est tous sauf dans de l'objectivité, de la neutralité, de l'impartialité. C'est-à-dire que ces nouveaux outils ne sont pensables que dans notre société. Et nous avons une soif d'intelligence artificielle parce que notre société est parcourue de certaines formes qui lui sont actuellement particulières, certains types d'organisation ou de désorganisation qui nécessitent l'intelligence artificielle. Et de l'autre côté, l'intelligence artificielle, le fait qu'elle se répand absolument partout, implique de nouvelles manières de nous gouverner nous-mêmes ou de ne pas nous gouverner, justement. Donc c'est un petit peu cette complication-là que j'aimerais creuser avec vous. Alors, dans mon abstract, auquel je vais être absolument infidèle, j'ai évoqué le terme de réalisme, la notion de réalisme algorithmique. Alors par réalisme algorithmique, qu'est-ce que j'entends ? J'entends d'abord, disons, 3 séries de glissements.
Premier glissement dans le domaine de la production du savoir. Au lieu, finalement, on passe, si vous voulez, de la détection des signaux à la reconnaissance des formes. On passe, si vous voulez, d'une société dans laquelle on essaye de reconnaître, en fonction d'images préconçues qu'on a de la réalité, on essaye d'objectiver les hypothèses qu'on a à propos du monde, vers autre chose qui est beaucoup plus patterns-based, dans laquelle finalement on reconnaît des formes sans trop d'idées a priori. Au niveau des modes d'exercice du pouvoir, on produit des espaces spéculatifs volatiles plutôt que de stabiliser, fût-ce de façon temporaire, certaines vérités. Troisièmement, il y a cette idée de neutralisation de l'avenir par le calcul optimisateur ou ce qu'on appelle la préemption. Donc plutôt que de normaliser les comportements, d'en passer par de la norme, on va plutôt tenter de transformer la contingence ou l'indétermination ontologique du monde en occasion d'apprentissage pour les machines. Et donc, en occasion d'optimisation de l'état de fait. Vous voyez, ce qui clôture un peu l'avenir. Et donc, ça a des implications aussi sur la manière dont nous, les êtres humains, nous devenons ou nous ne devenons pas des sujets politiques. Comment nous devenons capables de négocier les normes, de nous imposer nos propres normes, dans un monde où finalement la normativité elle-même se transforme progressivement en facticité numérique. Bon, je vais déplier tout ça, ne vous inquiétez pas. J'ai juste vous citer un passage un peu long, de Stafford Beer, que vous connaissez peut-être. En 1973, il expliquait dans sa conférence Massey, une grande conférence en fait sur l'intelligence artificielle, sur la cybernétique, il expliquait ceci. Tout ce que nous pouvons faire en tant qu'être humain est géré par notre cerveau, et ce dernier est limité. Nous avons dans notre crâne un ordinateur électrochimique de 3 livres, légèrement alcalin, qui fonctionne au glucose à une puissance d'environ 25 watts. Cet ordinateur contient quelques 10 000 millions, c'est-à-dire 10 exposant 10, éléments logiques appelés neurones, fonctionnant à une fréquence de balayage de base de 10 cycles par seconde. Il s'agit donc d'un système dynamique très varié, mais réellement fini. Il découle de la loi d'Ashby que nous ne pouvons connaître des modèles jusqu'à une certaine limite, mais pas au-delà. Ainsi, s'il se produit quelque chose qui implique un niveau de variété plus élevé que celui commandé par le cerveau, nous ne serons pas en mesure de le connaître. Cela a des conséquences pratiques. Par exemple, je suis sûr, dit-il, que la raison pour laquelle nous faisons un tel gâchis des problèmes de l'écologie mondiale est que nous ne pouvons pas les comprendre. Je ne veux pas seulement dire qu'ils sont terriblement difficiles, de sorte que leur compréhension nécessitera beaucoup de recherche. Je veux dire que nous ne pouvons pas les comprendre du tout, jamais. Il est très probable que cela s'applique également à de nombreux problèmes de gouvernement, en particulier de gouvernement mondial. Cela peut même être vrai au niveau de la récurrence où une société est gérée. Je vous rappelle que le niveau de récurrence est simplement le point d'attention auquel nous considérons tout système viable, et qu'un niveau est contenu dans le suivant. Voici donc une pensée inconfortable. Peut-être est-ce également vrai à notre niveau personnel de récursivité. Peut-être ne pouvons-nous plus comprendre notre propre vie, notre propre environnement. Avec ou sans compréhension totale, avec ou sans la variété requise pour détecter les schémas vitaux, nous devons faire face d'une manière ou d'une autre à tous ces niveaux. Bien sûr, nous le faisons en créant des modèles mentaux. Nous simplifions afin que le système que nous envisageons puisse être adapté à notre propre cerveau. Mais cela ne peut se faire qu'en réduisant la variété. Et nous n'avons aucune garantie que nous ne rejetterons pas les mauvaises informations. Il est assez évident que nous allons prendre l'habitude de rejeter les informations d'une certaine manière et d'éliminer celles qui ne semblent pas correspondre au modèle que nous avons développé. Je pense que cela doit signifier que ce que nous appelons la réalité est une version très réduite de l'univers.
Pour dire les choses crûment, on pourrait dire que notre humanité existe en partageant une illusion sur la façon dont les choses sont. Alors paradoxalement, lorsque j'ai demandé à ChatGPT quelle était la solution imaginable à cette divergence ou ce décalage entre les capacités limitées de notre cerveau à reconnaître les modèles et la complexité de l'univers, la réponse que j'ai obtenue suggère une intensification de la collaboration interdisciplinaire, une éducation encourageant la pensée critique et l'éducation tout au long de la vie, l'augmentation des capacités cognitives humaines aussi grâce à l'intelligence artificielle et à l'analyse des données, une coopération mondiale renforcée, enfin, et des efforts coordonnés, ainsi que la promotion de la diversité et de l'inclusion. En effet, et là, je donne raison à ChatGPT, et ça me fait vraiment mal au cœur, ça me fait mal à la gorge de lui donner raison. Pour une fois, si au lieu d'être simplement complexes, les choses en elles-mêmes sont, imaginez, ontologiquement indéterminées ou contingentes. La physique quantique nous le dit. Il y a une indétermination ontologique dans la matière même. C'est pas seulement qu'elle est incertaine, c'est que l'indétermination fait partie de la matérialité même et de notre univers et de la façon dont les choses sont. Donc c'est pas simplement une question d'accumuler, même si on accumule davantage d'informations, davantage de données, de plus en plus de données, qu'on booste la puissance de calcul, qu'on upscale toute la complexité des modèles, etc., comme c'est la mode aujourd'hui, au détriment finalement des économies d'énergie dont nous devrions urgemment nous préoccuper, même si on upscale tout ça, il reste que on pourra réduire un peu l'incertitude, mais l'indétermination ontologique qui fait partie de la matérialité, elle va résister inévitablement, parce qu'elle n'est pas un problème épistémologique, elle est un problème d'ordre ontologique, c'est-à-dire de la façon dont l'être est. Vous voyez, donc, si les choses en elles-mêmes sont ontologiquement indéterminées, cela signifie que la raison pour laquelle nous ne sommes pas et ne serons jamais en mesure de les comprendre n'est pas tant les limites de notre cerveau, ne tient pas tant aux limites de notre cerveau qu'à la nature du monde, et qu'une conceptualisation scientifique du réel implique de l'aborder d'abord comme étant à l'abri d'une détermination finie. Pour le philosophe François Laruelle, par exemple, le réel en tant que réel, ou le monde en tant que le monde sans nous, si on veut, il n'est pas ineffable, il est infiniment effable, infiniment descriptible dans le sens où il n'est jamais possible de le décrire suffisamment. Dans la mesure où les pensées sont elles-mêmes des parties immanentes même du monde ou du réel, aucune pensée, aucun système de pensée, qu'il soit entre guillemets naturel ou artificiel, ne peut entièrement ou suffisamment saisir le réel puisqu'il est lui-même dans le réel. Il est lui-même l'angle mort, il habite l'angle mort du réel lui-même. Alors, face à cette impossibilité de rejoindre le monde, dont Kant lui-même nous avait instruit en disant finalement on n'a jamais accès au monde en soi. On n'a jamais accès qu'à des représentations que nous nous faisons du monde. Et ces représentations, elles sont toujours partielles et partiales, quoi qu'on en dise, quoi qu'on fasse, y compris dans la réalité scientifique. La réalité scientifique ou les énoncés scientifiques sont toujours vrais jusqu'à preuve du contraire. Et la vérité scientifique est elle-même fondamentalement de nature dialectique, c'est-à-dire qu'elle s'établit collectivement grâce à des architectures du commun qui consistent précisément dans les règles les règles qui régissent la pratique scientifique, les règles d'énonciation, les règles de véridiction, les règles de discussion, les règles de contestation des résultats. Et finalement, on n'a jamais accès au monde en soi. Il n'y a pas de vérité, aucune vérité scientifique n'est absolument suffisante pour décrire la réalité ontologique qui est elle-même indéterminable et indéterminée.
Face à cela, en fait, chaque société produit en permanence des codes, des régimes de visibilité et d'intelligibilité, parce que nous en avons besoin, ne fût-ce que pour nous créer un monde commun. Sinon, on serait absolument dans l'indétermination totale et nous n'aurions pas de possibilité de nous coordonner. Donc chaque société produit en permanence ses codes, ses régimes de visibilité et d'intelligibilité, la manière dont elle distingue ce qui relève du signal et ce qui relève du bruit, la manière dont elle établit, à travers son propre système de représentation, donc ce qui va être considéré comme relevant du réel, c'est-à-dire digne de foi, une réalité commune, à propos de laquelle on va pouvoir discuter, et ce qu'on ne va pas considérer. Donc, le philosophe de l'art, théoricien de l'art, George Didier Huberman disait par exemple que savoir, c'est avant tout savoir se situer. Savoir se situer, c'est d'abord, savoir se situer, c'est très difficile, à la fois dans l'espace et dans le temps. Ce n'est pas tellement savoir ce qu'on sait, c'est surtout savoir ce que notre savoir ne sait pas. C'est-à-dire savoir ce qu'on laisse de côté. Savoir qu'on est situé dans le temps, savoir qu'on est situé dans l'espace, et lorsque je vous regarde, je sais qu'il se passe peut-être derrière mon dos des tas d'événements dont je n'ai aucune possibilité de prendre connaissance. Donc, le savoir que et c'est pour ça que quand on dit l'intelligence artificielle va battre l'intelligence humaine, va surpasser ça n'a juste aucun sens. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle, elle, n'a pas de notion de cette négativité, si vous voulez. Or, le savoir et l'intelligence humaine consistent précisément dans cette capacité à affronter l'indétermination ontologique en se situant malgré tout et en produisant des énoncés qui ne parviennent jamais à éradiquer ni à élucider cette indétermination ontologique, mais qui parviennent à l'enjamber et finalement à la rejouer ailleurs, au niveau de l'interprétation, du conflit des interprétations, etc. C'est pour ça que l'indétermination ontologique, si vous voulez, ou ce que... Alors, Jacques Lacan, pardon, là, le psychanalyste Jacques Lacan appelait le réel pour lui. Le réel pour Jacques Lacan, qui compte quand même pour nous, les êtres humains, le réel pour Jacques Lacan, c'est ce qui échappe à toute formalisation. Et ce qui échappe à toute formalisation, le réel, pour Jacques Lacan, c'est qu'il y a une sorte de double détermination réciproque entre le réel et la symbolisation. Le réel est aussi un effet secondaire de la symbolisation. C'est-à-dire que chaque fois que vous posez par le symbole, c'est-à-dire par la formalisation linguistique, même une théorie scientifique ou une hypothèse scientifique, cette hypothèse scientifique elle-même produit des ombres. Parce que vous vous posez, vous dites depuis où vous parlez. En disant d'où vous parlez, parce que vous décrivez votre hypothèse, et parce que vous décrivez, par exemple, en sciences, l'environnement contrôlé et les caractéristiques de l'environnement contrôlé dans lequel vous allez produire une expérience, vous savez très bien que vous produisez aussi du réel, c'est-à-dire de l'indétermination ontologique, par derrière, par autour, etc. Donc vous voyez, il y a cette sorte de double, comment dire, la symbolisation produit du réel, c'est-à-dire de l'indétermination ontologique, et l'indétermination ontologique nous oblige à produire des énoncés symboliques, qui, à leur tour, vont produire des opacités, etc. Et c'est comme ça que nous fonctionnons. L'intelligence artificielle ne fonctionne absolument pas comme ça. Elle n'a absolument pas aucune notion d'abord du fait qu'elle a une perspective. C'est au contraire, ça fonctionne et ça a du succès. C'est-à-dire qu'on est attiré par l'intelligence artificielle, qu'on a même une pulsion d'adaptation, non même pas d'adoption de l'intelligence artificielle, mais d'adoption de la totalité de nos sociétés, de la totalité de nos modes de vie, de nos modes de pensée à l'intelligence artificielle, parce qu'elle nous promet, parce que ce que ça nous promet, c'est précisément de nous dispenser de cette expérience absolument traumatique de l'incomplétude. Nous avons une pulsion d'autocompletion. Autocomplete, on adore ça. Et plutôt que on avait une pulsion d'autodétermination et d'autocomplétion. Or, la pensée, la possibilité de penser, y compris de penser en commun, nécessite de l'auto-incomplétion. L'usage du langage, le langage humain. Qu'est-ce que c'est que le langage humain? Le langage humain, c'est un usage collectif de l'indétermination. Vous voyez? Bon. Je retourne à mes moutons. Donc chaque société produit en permanence ses codes, ses régimes de visibilité,
Parce qu'il faut bien le faire. Et c'est pour ça que l'intelligence humaine est éminemment artificielle. Elle est beaucoup plus artificielle que l'intelligence, qu'on appelle l'intelligence artificielle, dans la mesure où elle nécessite des ressources communes d'imagination pour imaginer nos institutions, nos codes, nos normes, notre langage. C'est incroyable ce que nous produisons comme artifice. Hein. Donc nous sommes beaucoup plus artificiels même que l'intelligence artificielle, je dirais, qui elle-même dépend fondamentalement de nos productions artificielles de sens pour fonctionner. Hein. Donc il n'y a pas une discontinuité entre intelligence humaine et intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est totalement humaine de A à Z. Hein. L'intelligence artificielle, en quelque sorte, c'est nous aussi. Alors, la société humaine, disait un autre philosophe, un vieux philosophe anglais qui s'appelait David Hume, est affaire d'invention institutionnelle. Et effectivement, si vous voulez, les institutions, elles ne préexistent jamais à nos inventions. Hein. Donc la société, c'est pas quelque chose qui préexiste à nos inventions, à nos imaginations. Elle est ce que nous inventons. Alors, par rapport à ça, je voudrais dire quelques mots sur la perspective. Vous voyez, ça, je vous ai parlé un peu de la perspective humaine, de la nécessité de la perspective, c'est-à-dire d'être situé, et de l'artificialité de nos perspectives. Maintenant, quand je parle de réalisme algorithmique, je reviens à cette notion de réalisme algorithmique. Alors, c'est pas un mot c'est pas un terme ou un concept que j'ai inventé. Hein. McKinnon, par exemple, a décrit le passage du réalisme optique au réalisme algorithmique dans les domaines de l'astronomie et de l'astrophysique. Et l'illustrer par la production d'images photoréalistes de la nébuleuse du Crabe. Vous voyez, par exemple, ça, c'est aussi un objet qui n'est pas nécessairement, qui nous apparaît, un objet qui échappe au sens ordinaire, à nos sens ordinaires, et qui échappe même aux instruments d'optique les plus perfectionnés que nous avons, parce que c'est un objet cosmique qui est extrêmement éloigné, qui est tellement éloigné que nous n'y avons pas accès à travers nos sens. Et donc, on a besoin d'une autre forme de réalisme pour y avoir accès. Vous voyez ? Et là, le réalisme algorithmique peut avoir son rôle à jouer. Et donc, elle parlait par exemple, la production d'images photoréalistes, et qui sont magnifiques d'ailleurs. Je ne sais pas si vous vous intéressez à l'astronomie, mais on voit des images d'objets cosmiques, parfois avec des couleurs absolument chatoyantes, magnifiques. C'est vraiment, c'est un univers éminemment onirique. Évidemment, tout ça, c'est pur fake. Comment est-ce qu'elles sont produites, ces images? Ces images, elles sont produites à partir d'ensemble de données compilées et croisées sur une multitude, c'est une multimodalité, hein, donc sur des longueurs d'onde radio, des données optiques, certes, des données électromagnétiques, et qui sont croisées entre elles pour produire quelque chose qui va être beau. Donc il y a une forme d'esthétique ou d'esthétisation de quelque chose dont on ne sait absolument pas, en fin de compte, si ça correspond ou pas à un objet qu'on pourrait toucher si on était plus proche, si vous voulez. Hein. Donc c'est vraiment une forme de simulacre. Baudrillard parlait de simulacre pour dire que c'est une copie sans original, parce que l'original est tellement loin qu'on ne pourra jamais attester véritablement il n'y a pas de ground truth par rapport à ces images. On pourra pas vraiment attester. On peut attester si vous voulez, du bon fonctionnement des instruments de mesure séparément, mais on ne peut pas attester par une ground truth, parce qu'on n'a pas accès à l'objet, il est trop loin, on ne peut pas attester du fait qu'effectivement l'image correspond à la réalité de l'objet cosmique. Vous voyez, c'est trop éloigné. Donc McKinnon relie explicitement ce réalisme algorithmique à un processus de mathématisation qu'on pourrait décrire finalement comme n'étant pas simplement un outil heuristique utile pour la théorisation scientifique ou un moyen de contrôle technique de la nature, mais qui ouvre une vision complètement nouvelle de l'univers, révélant un monde glacial organisé selon un ensemble de coordonnées indifférentes, dont le point zéro n'est plus l'être humain. Effectivement, on quitte la perspective optique, ou bioculaire, si vous voulez, pour avoir une sorte d'aperspective qui n'a plus comme coordonnée fondamentale la perspective d'un humain situé qui regarde. On a quelque chose de beaucoup plus abstrait, une autre manière, si vous voulez, de réaliste, si vous voulez, mais d'un réalisme qui littéralement contourne, bypass la perspective humaine. Alors c'est pas neuf. Hein. Dans le sillage des conférences de Massy sur la cybernétique, entre 1946 et 1953, et de l'invention de la théorie des systèmes
à laquelle, ce sont des noms qui vous disent certainement quelque chose, hein, Gregory Bateson, Warren McCulloch, Norbert Wiener, dont on a parlé tout à l'heure, et John von Neumann, entre autres, ont contribué. Donc, un nouveau modèle théorique des processus biologiques, mécaniques et communicationnels avait déjà émergé, qui avait dépouillé les êtres humains et Homo sapiens de toute position privilégiée dans la production de sens, d'information et de cognition. Catherine Hiles, qui est une philosophe de la technique, définit par exemple aujourd'hui la cognition comme un processus d'interprétation de l'information dans des contextes qui la relient au sens. Mais elle a affirmé récemment que, bien que de nombreux biosémioticiens affirment que les ordinateurs ne peuvent pas créer de signification parce qu'ils ne sont pas autonomes, cette objection est une limitation arbitraire, dit-elle, démentie par ce que font réellement les ordinateurs. À ma connaissance, dit-elle, aucun média informatique n'est conscient. Néanmoins, comme les organismes non conscients, les ordinateurs ont des milieux internes et externes, comme les bactéries. Ils traitent et interprètent des informations, y compris des informations provenant de capteurs et d'actionneurs lorsque ces éléments sont présents, et ils créent des significations dans le sens où ils exécutent des comportements qui ont une efficacité dans leur environnement. La cognition étant intrinsèquement incarnée, ces affirmations n'occultent ni n'éludent le fait que les supports informatiques ont des instantiations, c'est-à-dire des sortes de corps, profondément différentes de celles des organismes biologiques. Ça n'implique pas non plus que les ordinateurs fonctionnent comme des cerveaux ou vice-versa. Donc, vous voyez, c'est cette idée finalement qu'on aurait les IA, on peut leur reconnaître une forme de cognition, mais c'est une cognition non consciente. Bon, alors, cela étant dit, à présent, ce que ça change dans notre société, que nous ayons aujourd'hui à cohabiter, littéralement, à cohabiter avec cette forme de pensée aliène, c'est-à-dire qui ne s'articule plus aux coordonnées de notre perception et de notre situation d'être humain, qu'est-ce que ça change dans notre société? Aujourd'hui, on a tendance finalement à vouloir absolument s'adapter à l'intelligence artificielle. Je le disais tout à l'heure, non plus même nous adapter à l'intelligence artificielle, mais s'adapter à l'intelligence artificielle. Et la première question que je me suis posée, qui est absolument naïve, qui est vraiment naïve, mais pourquoi en fait? Parce qu'on nous propose toujours des solutions logicielles. On est habitué on parle de solutionnisme technologique, de solutionnisme de solutions logicielles. On dit l'IA c'est la solution pour tout, pour le changement climatique, pour organiser la résilience des écosystèmes, pour organiser la gouvernance à l'échelle mondiale à une époque où aucun gouvernement, ne semble-t-il, n'a d'action suffisamment large et de possibilités de coordination suffisantes pour gérer des problèmes qui nous concernent à l'échelle planétaire. Et donc, effectivement, l'enjeu, si vous voulez, c'est pourquoi l'IA? Alors, je pense que l'IA, si vous voulez, nous arrive aujourd'hui à une période où justement nous avons une conscience, nous n'avons peut-être jamais eu une conscience aussi aiguë du caractère éminemment instable de nos environnements sociaux, biologiques, physiques, psychiques. Nous sommes dans une période où, finalement, la régularité des phénomènes est une exception et finalement le chaos devient la norme, ou l'irrégularité devient la norme. Et par rapport à ça, si vous voulez, on peut avoir l'impression que même les lois, que ce soit les lois scientifiques, qui étaient basées en quelque sorte sur le fréquentisme, c'est-à-dire le repérage d'occurrences fréquentes du même phénomène. Une loi, par exemple, on émet une hypothèse, on se rend compte que notre hypothèse fonctionne dans un grand nombre de cas, et dès lors, on va dire, ça devient une loi. Ça, c'est le fréquentisme. Mais dans un univers dans lequel, finalement, la fréquence ou même la linéarité des phénomènes devient exceptionnelle, eh bien, on se rend compte que on ne peut plus
on ne peut plus modéliser le monde et les événements de la façon dont nous le faisions. Et donc nous avons besoin de manières de penser qui ne soient plus, qui ne soient plus gouvernées par cette sorte de linéarité, par cette présupposition de concepts, etc. Et dès lors, effectivement, l'engouement pour l'intelligence artificielle, il y a finalement cette sorte d'utopie que la complexité ou que l'indétermination ontologique que le cerveau ne parvient pas à gérer ou à appréhender soit miraculeusement résolue dans les boîtes noires des algorithmes. Mais ça, c'est évidemment, je pense que c'est le mythe qui nous habite aujourd'hui. Hein. Mais alors, qu'est-ce que ça transforme et bon, il y a ça, mais aussi, bon, évidemment, ça c'est, si vous voulez, c'est la justification la plus angélique qu'on puisse trouver hein, à cette poussée en avant, à cette idéologie de l'IA, hein, au fait qu'on nous présente aujourd'hui la conversion de la plupart des secteurs d'activité et de gouvernement à l'IA, non plus comme un choix dont nous devrions politiquement débattre et que nous pourrions éventuellement refuser, on nous présente ça comme le destin inéluctable de nos sociétés. Vous voyez, en court-circuitant véritablement toute la dimension politique, normalement quand on discute d'architecture, que ce soit d'architecture du commun, d'architecture logistique du commun, il y a lieu que ces architectures soient discutées collectivement. Surtout, si vous voulez, quand on a des algorithmes qui aujourd'hui opèrent littéralement comme finalement à travers des processus qu'on appelle les processus de hiérarchisation, de scoring, on parle de credit scoring, de score de crédit ou de notation de crédit, de hiérarchisation, d'appariement ou de personnalisation des environnements médiatiques qui vont faire par exemple que à travers le profilage vous n'allez avoir accès qu'à certains types d'informations et pas à d'autres, etc. Vous voyez que ça gouverne et ça devient finalement, ça prend le rôle autrefois dévolu aux institutions. Chez Jacques Rancière, par exemple, dans le partage du sensible, Jacques Rancière, philosophe français, disait que le rôle fondamental des institutions, c'est justement de déterminer ce qui relève du signal et ce qui relève du bruit, de manière à gouverner la société, d'une manière qui, dans la Grèce antique dont il parlait, n'était pas spécialement favorable ni aux femmes, ni aux esclaves, ni aux enfants, dont les bavardages relevaient du bruit, alors que les énoncés des hommes notables relevaient du signal, vous voyez. Donc il y a des enjeux de gouvernement. Ça transforme, si vous voulez, nos techniques de signification, nos techniques de production de signification, dans un régime algorithmique, hein, puisqu'on va parler de ça. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la notion de gouvernementalité algorithmique. Dans un régime algorithmique, alors là je ne critique pas du tout l'usage des algorithmes pour produire de la connaissance dans le domaine de la médecine, de l'astronomie, des sciences exactes. Ce qui va être ma cible maintenant, c'est l'utilisation d'algorithmes pour gouverner les populations humaines ou pour détecter les propensions et les risques qui sont contenus dans les formes de vie des êtres humains. C'est ça qui m'intéresse, parce que je suis juriste et que c'est mon tropisme de m'intéresser aux transformations des formes de normativité. Hein. Donc, transformation des techniques de signification. De la connaissance à la vision, de la reconnaissance des formes à la détection des signaux. Donc dans un régime algorithmique, ni la distinction entre ce qui a valeur de signal, d'attribut ou de variable, vous diriez probablement vous, et ce qui n'en a pas, ce qui relève du bruit, ni l'intensité et la pertinence, c'est-à-dire le pouvoir de décision ou le poids de chaque signal, ne dépendent plus d'un système institutionnel explicite et reconnaissable et contestable collectivement. Il dépend plutôt de processus de différenciation endogènes, dynamiques et auto-apprenants, endogènes à la réalité numérique, apprenant, c'est ce qu'on appelle donc le classement, la notation, l'appariement, le profilage, le ciblage. Et tout ça, en fait, est apprivoisé par ce que vous appelleriez probablement la fonction objective des algorithmes, fonction objective ou fonction coût.
qui, à mon sens, consiste dans la formalisation ou traduit ou trahit la formalisation des intérêts des gouvernants ou de l'organisation qui utilise les algorithmes, parce que ça trahit très clairement ce que l'on veut maximiser ou minimiser. Alors je vous donne un exemple, l'algorithme de la librairie en ligne, qui n'est plus seulement une librairie, mais Amazon.com.fr, etc., par exemple, peut prioriser soit les best-sellers, ce que tout le monde achète, et ça va être mis en premier dans vos résultats lorsque vous introduisez une requête sur Amazon, ou bien prioriser au contraire les livres rares, un peu exceptionnels, etc. Donc, vous voyez, il y a là des choix, hein, des choix des paramétrages qui sont faits. De la même manière, les algorithmes qui sont de plus en plus utilisés par les bureaucraties en charge des dossiers de demande d'aide sociale peuvent privilégier soit l'inclusion et la justice finalement, ou la fairness, soit privilégier des enjeux finalement plus austéritaires, de minimisation des dépenses du budget alloué à l'aide sociale. Vous voyez, donc il y a vraiment, si vous voulez, c'est ce que j'appelle des néo-institutions. Il y a une forme de néo-institutionnalité algorithmique dont l'autorité n'est plus assumée par aucune figure concrète et qui ne se laisse donc plus facilement discuter. Ça ne se laisse plus facilement discuter non plus parce que précisément les clustering, hein, ou les profilages, les divisions, les scores de risque, etc., qui sont produits par les algorithmes, ne recouvrent absolument pas, ou pas, en tout cas, ne recouvrent pas explicitement des catégorisations qui sont socialement éprouvées, comme les catégorisations de genre, d'origine ethnique, opinion politique, croyances religieuses, présence ou non-présence d'un handicap, etc., qui sont des catégorisations contre lesquelles le droit nous protège, hein, les catégorisations qui sont normalement interdites par les régimes de non-discrimination. Ici, si vous voulez, mais mon collègue en parlera, donc je ne vais pas rentrer là-dedans, hein, si vous voulez. Il y a certes des biais, mais il y a quand même une sorte avant tout une sorte de parce que ça n'en passe plus par l'épistème visuel, si vous voulez. Un algorithme, il ne voit pas que je suis une femme. J'aimerais bien de moins de 50 ans, d'un peu plus de 50 ans, etc. Donc, il ne voit pas la catégorie dans laquelle je suis, il ne voit pas que je suis blanche ou que je suis noire, etc. Donc, on pourrait avoir l'impression que c'est plus objectif, que c'est plus impartial. Mais il y a de très très nombreuses études maintenant, et c'est objectivé depuis un peu plus de 10 ans. Il y a beaucoup de travaux qui portent là-dessus, qui montrent bien que ça qu'on ait l'impression que ça court-circuite ou que ça contourne les catégorisations socialement éprouvées, en vérité, ça renforce et ça naturalise les effets, c'est ce que quand on parlait de facticité tout à l'heure, les effets des rapports de force et de domination qui sont présents dans la réalité sociale et qui sont simplement, dont les effets sont enregistrés sous forme numérique et sous forme de données numériques qui vont servir à l'entraînement des modèles. Et donc là, il y a une sorte de naturalisation et de renforcement, en fait, et de mise en non-discutabilité, ce qu'on appelle la naturalisation, des effets des rapports de force et de domination qui se trouvent dès lors, en quelque sorte, optimisés. Donc quand on dit optimiser, l'optimisation, c'est vraiment une manière de ne pas changer le monde. C'est la meilleure manière de ne pas changer le monde, c'est d'optimiser. Hein. Donc vous voyez qu'il y a une tension entre l'idée d'un gouvernement politique du monde ou d'une utopie du non-encore-être, c'est-à-dire l'utopie de non pas de faire perdurer la réalité telle qu'elle est, avec toutes ces insoutenabilités, dont on sait très bien que les réalités sociales actuelles et le mode de fonctionnement actuel de notre société nous mènent quand même dans le mur. Si on optimise, si on ne fait qu'optimiser ce système pour qu'il fonctionne mieux, avec moins de friction, hein, en fait, ce dont on se prive, c'est de la possibilité de penser l'avenir, non pas comme optimisation
du passé, mais comme quelque chose qui n'a pas encore eu lieu, comme une possibilité donc de transformer, non pas seulement une rédemption des anciens rapports de force, de domination, etc., mais une possibilité de faire advenir autre chose. Donc, technique de signification, vous voyez que la façon dont on représente le monde n'est pas sans effet sur la possibilité qu'on a de le changer ou de ne pas changer le monde. Avec cette sorte de dataïsme qui est cette forme d'anesthétique spécifique de la gouvernementalité algorithmique ou du capitalisme numérique, l'épistème visuel et linguistique, la volonté de documenter, de tester et de prouver en se référant à la vérité physique, matérielle, de terrain, mais aussi aux témoignages, peut-être des personnes qui ont subi toute une histoire de discrimination, de désavantages dans la société, etc. Tout ça s'érode au profit donc d'une gestion en temps réel, gestion systématique, donc non pas une prise en compte systémique des inégalités, des problèmes d'injustice, etc., mais une gestion systématique de l'état de fait. Et pourtant, la donnée, je vous le disais, ne passe plus pour informative dans la mesure où elle est coupée de son contexte référentiel antécédent, elle devient spéculative, toujours en attente d'un sens qui ne lui sera potentiellement conféré que par la dynamique récursive. La donnée n'a pas de sens en elle-même, elle est insignifiante, elle ne représente rien d'antécédent, elle participe à la morphogénèse ou à la production de formes, anticipant et faisant advenir leur contenu. C'est ce qu'on appelle dans le jargon philosophique une sorte d'hyperstition. C'est pas une superstition, mais c'est une fiction qui fait advenir ce qu'elle prédit. Par exemple, dans le cas, j'ai cité tout à l'heure le cas de l'algorithmisation de ce qu'on appelle l'État-providence, le welfare state, la gestion algorithmique des dossiers de demandeurs d'aide sociale, ou la détection de la fraude sociale dans ce domaine-là. Effectivement, lorsque vous êtes, il y a des cas en Hollande notamment, mais je ne vais pas rentrer là-dedans, je me retiens de rentrer dans cette histoire, c'est absolument passionnant, mais finalement, le fait d'être détecté comme fraudeur potentiel par un algorithme sur base non pas d'une audition qu'on aurait faite, mais simplement de données, si vous voulez, de corrélations qui sont détectées entre des données infrapersonnelles, c'est-à-dire des fragments extrêmement partiels de traces de votre existence quotidienne qui sont déconnectés de votre contexte existentiel et qui sont corrélés à l'échelle industrielle, je dirais, avec des traces supra-individuelles qui ont été détectées dans des quantités massives de données au départ de comportements d'autres personnes avec qui vous n'avez strictement rien à voir. Tout ça, si vous voulez, sur le caractère infrapersonnel et suprapersonnel, génère une sorte de forme, on appelle ça des patterns, un pattern qui va néanmoins vous coller à la peau, alors que ça n'a strictement rien à voir avec vous. Si vous voulez, ce sont des données, par exemple, c'est pour ça que j'appelle ça une paranoïa algorithmique, c'est-à-dire que le problème, si vous voulez, c'est pas que les algorithmes ne produisent pas de sens, au contraire, ils en surproduisent. Dans une forme de paranoïa. Le fait, par exemple, que je me gratte la tête, qu'il y ait une caméra de vidéosurveillance, je me gratte la tête peut-être parce que j'ai des poux, peut-être parce que je suis gênée, parce que ça peut avoir une multitude, si vous voulez, de significations pour moi. Mais à partir du moment où l'algorithme, lui, a été entraîné sur des bases de données pour détecter, par exemple, des signes de nervosité excessive d'une personne susceptible de passer à un acte terroriste ou de frauder, etc., paf, j'attrape un mauvais score de crédit, c'est-à-dire que je risque d'avoir plus de problèmes soit avec la police, soit avec les organismes de détection des fraudes, etc., ou avec ma banque qui va me refuser un prêt. Imaginez, je caricature à fond, mais c'est pour vous faire comprendre la chose. Et tout ça, j'attrape le mauvais score de crédit, si vous voulez, simplement par promiscuité numérique entre des phéromones numériques qui sont absolument insignifiants, ou dont la signifiance, indépendamment d'une interprétation très précise, est liée au contexte matériel et physique de leur production, c'est-à-dire moi, n'ont absolument aucune signification, mais ça va néanmoins me coller à la peau, ce qui va faire que je vais être prise dans une sorte d'engrenage de suspicion qui va me faire
me mettre dans un enfer bureaucratique dont je risque de sortir un peu avec le goudron et les plumes, quoi. Donc, vous voyez, ça génère, et c'est ça le paradoxe, si vous voulez. On a l'impression d'être dans une société de l'hypercalcul, et que l'hypercalcul, ou l'hyperconnexion et l'hyperdétection de tout, l'hyperindexation du moindre micro-geste, on a l'impression que ça nous donne un accès transparent au monde, hein. Mais en fait, et que ça génère de la calculabilité, c'est exactement l'inverse. Ça génère, pour les bureaucraties publiques et privées qui s'en servent, des occasions de gérer, c'est-à-dire de s'optimiser de façon agile, sans produire aucun savoir à propos du monde, mais simplement en métabolisant la contingence de la manière où ça les arrange, alors que ça génère pour tous les autres, c'est-à-dire pour nous, une situation d'anomie parfaite. C'est-à-dire que nous, en tant que sujet, nous ne savons jamais à l'aune de quelle métrique nos comportements, nos performances vont être évaluées, puisque ces métriques, ou ces normes à l'aune desquelles je suis évaluée, elles vont évoluer en temps réel, en fonction de quoi? En fonction des comportements de tous les autres. C'est-à-dire tous les autres qui auront émis aussi des phéromones numériques qui vont être utilisés pour entraîner les machines apprenantes à détecter quels sont les patterns d'intérêt. Les patterns intéressants. Donc vous voyez, l'hypercalcul aboutit littéralement à une incalculabilité énorme. Jean-Luc Nancy avait une belle phrase pour dire ça, si j'arrive à la retrouver, sinon tant pis. Hein. Oui, enfin, voilà. Il disait finalement en substance que, alors qu'on a cette impression que, voilà, qu'on peut de plus en plus calculer, véritablement, tout nous devient absolument incalculable. Et la calculabilité dont nous étions si sûrs, puisque la calculabilité, c'est ce qui nous rassure. Même que ce soit dans l'assurance, le calcul des probabilités qui permet de faire jouer l'incertitude contre elle-même de manière à finalement produire des micro-contrats sociaux entre personnes qui relèvent du même niveau de risque, etc. Toute la rationalité actuarielle qui permettait finalement de nous organiser en commun contre le résidu incompressible d'indétermination radicale, ce qu'autrefois on appelait la providence, ce qui nous permettait donc de nous protéger les uns les autres. Tout ça est en train de s'effondrer, alors même qu'on n'a jamais eu autant de possibilités de calculer, d'enregistrer, etc. Et c'est ça vraiment une sorte de paradoxe. Alors, combien de temps est-ce qu'il me reste encore? 5 minutes. Ouh là là là. D'accord. Alors, je vais passer très très vite sur ce que ça change. Mais en fait, tout est évidemment intrinsèquement. Ici, je vous ai déroulé une sorte de non-fil, hein, un peu entortillé, parce qu'en vérité, les choses sont extrêmement intriquées. Mais ça affecte aussi, donc, ça affecte les manières de se comporter comme sujet. Pourquoi est-ce que ça affecte les manières de se comporter comme sujet? Parce que dans les anciennes sociétés plus disciplinaires, si vous voulez, dans lesquelles on savait très bien, on avait l'impression d'être un peu oppressé par la norme. Et on savait plus ou moins ce qui était attendu de nous et on rusait avec la norme. C'est-à-dire qu'on essaye comme on sait ce qui est attendu de nous, on essaye de se comporter plus ou moins en réaction à cela. Aujourd'hui, face à des métriques hyperplastiques dans lesquelles la normativité disparaît, devient invisible, n'est plus subjectivement reconnaissable ni collectivement contestable par rapport à ces métriques, que devient le sujet ? Le sujet n'est plus récalcitrant face à la norme, il devient éminemment recombinant. C'est-à-dire que l'enjeu pour le sujet, c'est de se comporter lui aussi, comme une machine apprenante. C'est-à-dire s'adapter à cette nouvelle contingence et réagir sur le mode du réflexe aux stimuli numériques qui lui proviennent du monde connecté. L'exemple type, évidemment, c'est le fonctionnement des chauffeurs Uber, hein, ou des travailleurs de plateforme. L'enjeu n'est plus de se conformer à une norme, mais l'enjeu c'est dans une société quand même capitaliste, de capitalisme sous stéroïde algorithmique, l'enjeu finalement c'est
dans un contexte où les individus sont mis en compétition les uns avec les autres, à l'aune finalement de normes qui sont non repérables, c'est de se recombiner en permanence. Dans une perspective qu'on peut appeler de second order observation, c'est-à-dire ce qui compte, ce n'est pas le sens que chacun donne à son action, ce qui compte, c'est le sens qu'il infère, le sens on essaie de deviner le sens que autrui va donner à mon action, de manière à anticiper et de manière à finalement gagner en crédit. Pour dire les choses autrement, enfin libérer de la norme, parce que la norme, on n'en veut pas trop, on a toujours voulu se débarrasser de la normativité, enfin émanciper de la norme. Cette émancipation de la norme, elle se paye d'une soif inextinguible de crédit. Le crédit, c'est quoi? Le crédit, c'est l'audience. Donc on va essayer, quand on se comporte sur les réseaux sociaux, par exemple, de récolter de l'audience. Parce que l'enjeu, c'est d'occuper, de se rapprocher, si possible, des nœuds dans le maillage du réseau, régime d'influenceurs. Voyez? Et ça, c'est les nouveaux nœuds de normativité, l'influence. Alors ça peut avoir des effets assez dévastateurs. Je pense par exemple je dois aller très très vite, alors je caricature et veuillez m'en excuser, mais l'élection de Monsieur Donald Trump. Donald Trump, avant d'être un président, c'est une marque, la marque Trump. Et il a fonctionné aussi grâce à l'alliance ou la symbiose asymétrique assez particulière avec Elon Musk et le réseau Twitter, de manière à faire jouer à plein ces nouvelles dynamiques, qui sont des dynamiques non pas de parti, on ne convainc pas par un programme, mais des dynamiques d'agrégation de flux. Donc, d'agrégation de flux sur les réseaux sociaux et de flux purement émotionnels, en fait, par des systèmes de poste, de reposte, et de gens qui essayent, finalement, toute une frange de la population relativement désaffiliée, c'est-à-dire, alors que le néolibéralisme et le capitalisme ont cassé toutes les formes sociales collectives, ont fragmenté, si possible, toutes les solidarités, que ce soit entre travailleurs, etc. Donc, il y a une sorte d'énorme demande, une énorme demande de réaffiliation ou de récupération d'une forme de capital qu'on n'a plus, parce qu'on est dans l'insécurité, dans la précarité la plus extrême. On ne peut pas prédire ce que va être demain. On est à la merci des métriques, etc., qu'on ne peut pas détecter. On sait pas. Et donc, dans cette très grande précarité, eh bien, la tendance est à vouloir récupérer une forme de capital identitaire. Le capital identitaire, c'est le capital de ceux qui n'ont rien, de ceux qui n'ont pas de capital financier, de ceux qui n'ont peu de capital culturel. Et le capital identitaire, c'est-à-dire s'agréger à de nouvelles formes de néo-souveraineté extrêmement fortes, autoritaires, mais qui vont déterminer un nous contre les autres, avec toute la dynamique du bouc émissaire. Donc toutes ces formes-là sont des formes perverses, le pire qu'on puisse imaginer, à mon sens, de ces dynamiques, de ces dynamiques de réseau et de ces dynamiques d'agrégation. Alors, comment, juste pour terminer sur que faire par rapport à ça. La tendance régulatoire, notamment en Europe, est un peu au techno-réformisme. On entend AI ethics, l'éthique de l'IA. L'enjeu, donc, c'est un peu, il y avait un poème de T.S. Eliot qui disait « They want machines so perfect that they don't have to be good anymore ». C'était quelque chose comme ça. Ah ouais, bon, on va rendre les machines parfaites. Alors, on abandonne finalement l'idée de nous gouverner en tant que société, en disant, mais on va avoir des machines parfaites qui seront fat, fair, accountable, transparent, explainable et tout ça. Mais c'est un énorme réductionnisme. Je disais, l'enfer est pavé de bonnes abstractions. Là aussi, il y a un énorme réductionnisme.
c'est de se dire que finalement, la justice, la justesse, l'équité, la responsabilité pourraient être tout simplement des propriétés d'une machine, d'une boîte noire algorithmique, conçue de façon abstraite, indépendamment de ses applications concrètes dans des contextes socio-techniques beaucoup plus larges. Et donc, oui, si on a des machines parfaites, eh bien, on doit plus se préoccuper de quoi? De rendre des aspects socio-structurels, finalement, des inégalités sociales, des problèmes écologiques, de notre manière de consommer, de produire, de nous relier les uns aux autres. Et donc, ces efforts bien intentionnés, qui visent à rendre les algorithmes équitables, responsables et transparents, ne suffisent absolument pas à eux seuls à satisfaire aux exigences de la justice en tant que principe de perfectibilité de l'ordre social. Alors, que demande ce principe de perfectibilité de l'ordre social? Il exige de considérer que les données numériques ne sont pas des faits, mais toujours des effets de relations de pouvoir et de domination antérieures rendues imperceptibles par l'algorithmisation. Deuxièmement, il s'agit d'évaluer l'équité, la responsabilité et la transparence, non pas des algorithmes seuls, mais de l'ensemble des systèmes sociotechniques, y compris les réactions des décideurs humains confrontés à des recommandations algorithmiques. Vont-ils encore oser douter, remettre en question les recommandations algorithmiques, dans lesquelles les algorithmes n'interviennent finalement qu'en tant que sous-système technique? Troisièmement, prendre en compte les impacts très différents que les faux positifs et les faux négatifs ou les mauvaises notations algorithmiques peuvent avoir sur les individus en fonction de leur niveau de richesse ou de leurs moyens de s'adapter ou de contester à la décision prise à leur égard sur cette base. Il est très clair qu'une personne en situation de migration ou une personne qui ne parle pas la langue nationale va avoir beaucoup plus de mal à contester un score de risque qui lui est attribué, qui lui est affecté, et qui fait qu'on va l'éliminer de toute possibilité d'obtenir, par exemple, des allocations familiales. C'est un cas le cas hollandais dont je parlais tout à l'heure. Ça l'affecte beaucoup plus que des gens qui sortent de l'université avec un gros diplôme et qui parlent parfaitement la langue et qui vont pouvoir contester. Vous voyez ? Donc il faut une critique un petit peu matérialiste de ces enjeux-là. Considérer la justice comme une propriété de la boîte noire algorithmique, sans tenir compte du contexte global, ne peut se faire qu'au détriment de la justice elle-même. Considérer les angles morts ou l'amnésie des données, parce que les données sont rendues amnésiques des circonstances et des conditions de leur production. Donc lutter contre la déhistoricisation des données, ne pas se contenter de l'anarchive numérique, mais réhistoriciser. Et ça, on ne peut le faire qu'à travers du récit, c'est-à-dire de l'interprétation, avec l'aide des historiens, avec l'aide, des gens qui font un peu de sciences humaines aussi, avec l'aide des juristes aussi, qui nous, on a l'habitude, vous savez, le droit, c'est une longue sédimentation, une longue et lente sédimentation de textes, et c'est tout à fait différent finalement de juste le traitement de données. Hein. Donc, se défaire aussi de notre obsession actuelle pour le coût réel à l'ère post-actuarielle. Se défaire aussi de l'idée qu'on pourrait se défaire de l'excès du possible sur le probable. Être bien convaincus ensemble de l'importance des théories de la justice, c'est-à-dire que le cours des critères de mérite ou de besoin ne peut pas être sous-traité à des machines algorithmiques. L'importance d'encore considérer les éléments biographiques et justiciables et justifiables face aux métriques algorithmiques. Et donc je pense qu'il n'est pas tout à fait absurde de nous demander si le techno-réformisme, cette idée qu'il suffit finalement de paramétrer bien les algorithmes, de curer les bases de données, de rendre les algorithmes fair, transparents, je sais pas comment d'ailleurs, comment on rendrait les algorithmes vraiment transparents, etc. Se demander donc si ce techno-réformisme
ainsi que la promotion de l'innovation au rang de principe absolu, et l'avènement de l'éthique plutôt que du droit, comme forme sémantique décisive dans les discours sur la gouvernance de l'innovation numérique, ne serait pas parmi les trop nombreux masques utilisés aujourd'hui pour déguiser notre renoncement à rendre justice à l'expérience. Dans le mot justice, le langage parle au-delà de lui-même et de tout ce que le langage peut faire. Il dit quelque chose d'autre, quelque chose d'absolument autre que tout ce qui est capable, autre que tout ce que le langage peut accomplir et que tout ce qui peut être fait. La justice, elle n'est jamais dans les données, elle n'est jamais dans l'échu, elle n'est jamais dans le passé. Elle est une tâche, elle est un horizon inatteignable, et c'est notre tâche à nous, notamment les juristes, mais la société dans son ensemble, d'aller vers cette sorte de non-encore-être de la justice. Donc c'est pour ça que descendre, si vous voulez, du mythe de l'humanisme occidental et de l'humanisme juridique en général, devrait renaître une utopie concrète, une utopie non pas d'humanisme, mais d'humanisation du monde. C'est-à-dire un attachement, non pas à l'humain en tant que déterminé positivement comme ayant telle et telle caractéristique, parce que dès qu'on détermine positivement l'humain, vous savez, ça génère toujours des boucs émissaires. C'est-à-dire, il y a l'humain, il y a les humains, et puis il y a les non-humains. Ça a été les personnes d'une autre couleur de peau à l'époque du colonialisme occidental triomphant, les femmes à certains moments de notre histoire, les animaux, bien sûr. Mais on génère toujours inévitablement, quand on définit positivement ce qu'est l'humain, on regarde autre chose, on génère toujours du bouc émissaire et de l'éliminable. Non, un attachement, c'est pour ça que je prône, moi, une sorte d'universel négatif, un attachement au non-inhumain. Le non-inhumain qui se détermine toujours négativement et qui exige un processus d'humanisation du monde. Donc, nous ne sommes pas des transhumanistes, nous ne sommes pas des post-humanistes, nous avons encore à devenir humains. L'humanité, c'est quelque chose que nous avons à acquérir et nous sommes absolument loin du compte aujourd'hui, et donc tout est à faire. C'est que face aux perspectives, on place souvent l'apocalypse dans l'avenir. Non, il faut considérer que l'apocalypse, elle a déjà eu lieu. Nous sommes ce qu'il en reste, et nous avons absolument tout à faire pour humaniser le monde. Et donc, si la malignité, si vous voulez, de la gouvernementalité algorithmique, à mon sens, réside dans sa capacité à mimer ou à métaboliser de manière perverse les conditions optimales d'épanouissement des localités, de la subjectivation par la personnalisation, par le fait de vous promettre que vous aurez chacun un environnement sur mesure, des environnements intelligents qui s'adaptera à vous et rien qu'à vous, etc. Ce qui vous coupe évidemment toute idée de commun. Cette idée, en fait, ou cette métaphore d'une sorte de régulation organique, la notion d'intelligence ambiante est même brandie comme une métaphore organique permettant l'homéostasie, et la promesse d'une sensibilité aux émergences grâce à la récursivité du calcul, alors qu'en fait, cette gouvernementalité algorithmique, elle inscrit tout dans l'intensification du capitalisme lui-même. Comme l'explique Alexander Galloway, le nomade, dès lors, devient donc l'acteur transcendantal par excellence. Le rhizome devient donc plus essentialiste que l'arbre. La déterritorialisation devient plus corrosive et plus générative et plus territorialisante. Une reterritorialisation radicale sur le corps du capital, plus que toute autre chose. Donc, il s'agit de prendre plutôt soin des puissances constitutives du commun. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, pour votre patience, et je prendrai volontiers vos questions. Donc, merci beaucoup Antoinette, ce fut un exposé passionnant.
Je suis vraiment désolée, j'ai l'impression de parler comme une IA suite à ce vocabulaire de philosophe auquel on est peu habitué. Mais vraiment, cet éclairage. Alors, je sais pas les étudiants si vous avez le recul pour vous en rendre compte, mais je pense que c'est cet éclairage d'un point de vue philosophique sur notre discipline, le fait de l'aborder sous la forme de tout un tas de concepts avec des mots qu'il faudrait que je réécoute vraiment parce que j'ai pas tout intégré, mais vraiment j'ai senti des notions à côté desquelles on se pose pas suffisamment de questions, évidemment. Et je suis intimement convaincue que finalement, comme on a des cours de philosophie au lycée, aujourd'hui, je pense qu'il serait vraiment nécessaire pour nous tous, étudiants et aussi chercheurs, enseignants-chercheurs, d'avoir des cours de philosophie autour de l'IA, parce qu'effectivement, on se rend compte que ça pose de nombreuses questions. Donc, merci infiniment, c'était vraiment passionnant. Donc, je vous donne la parole si vous avez des questions. C'est vraiment l'occasion. J'y vais. Je suis à peu près plutôt d'accord avec tout ce que vous aviez dit, mais il y a un point quand même qui m'a pas mal posé problème au début. Quand vous opposiez au début de votre présentation les données au concret, j'avoue que j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi vraiment on devrait faire ça quand à partir toutes nos perceptions aussi peuvent être, même si c'est pas pratique et ça servira à rien, découlent de terminaisons nerveuses, etc. Et donc sont interprétées. Excusez-moi, j'entends pas très bien. Excusez-moi. Donc toutes nos perceptions découlent de terminaisons nerveuses et finalement sont techniquement modélisables sous forme de données. En pratique, bon, ce serait pas très utile parce que ce serait tellement de données que ce serait probablement pas super utile. Mais c'est possible et enfin toute notre réalité on l'interprète directement par des données et la chose étant que proposer des solutions pure humaines à ça c'est bien, mais si l'IA se retrouve à être capable quand même à avoir cette même compréhension là du monde, une compréhension équivalente à l'humain, finalement qu'est-ce qu'on ferait dans ce cas-là? Parce que ce serait quelque chose qui serait tout à fait possible, je veux dire, avec des capteurs assez puissants, avec une compréhension du monde assez détaillée, etc. Qu'est-ce qu'on ferait dans ce cas-là? Et à ce moment-là, je ne sais pas vraiment comment expliquer ce que j'essaie de dire, mais comment on évite un peu tous les problèmes liés à ça quand ils auraient la même capacité d'analyse à ce niveau-là? Je vous remercie. Je vous remercie pour cette belle question. C'est une excellente question qui me permet justement peut-être un peu de compléter un tout petit peu. Vous savez, il y a Nicolas Georgescu-Roegen dans les années 70 a écrit un très bon bouquin sur l'économie et l'entropie, dans lequel il faisait une distinction entre deux types de concepts. Il disait, il y a les concepts arithmomorphiques, qui sont ceux qui, précisément, se laissent saisir par le calcul, par la modélisation numérique. Pourquoi? Parce que ce sont des concepts, comme par exemple, ce sont des concepts qui peuvent être mis les uns à côté des autres et qui se distinguent absolument clairement. Ce sont des concepts qu'on pourrait assimiler littéralement à des objets qui sont clos chacun les uns sur les autres. Et puis il disait, il y a d'autres types de concepts qui sont des concepts qui sont dialectiques. Les concepts dialectiques qui sont par exemple le beau, le juste, l'équitable. Ces concepts dialectiques, en fait, leur vérité n'est jamais présente dans un objet. Elle dépend toujours d'une sorte de contestation. Si vous voulez, il y a une sorte d'ontologie relationnelle à ces concepts, dialectiques. Alors, c'est peut-être parce que c'est mon tropisme de juriste, si vous voulez. Pour nous, les juristes, la notion de différent, le différent est donné, laissé. C'est pour ça qu'on a dans les procès judiciaires, si vous voulez, il n'y a pas une réalité. Chacune des parties va venir avec ses propres faits. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils viennent devant un juge. C'est parce que
leur perception de la réalité à chacun, leur conception de la réalité, c'est-à-dire leur expérience. L'expérience de l'un n'est pas réductible à l'expérience de l'autre. Elles sont même en très grande partie incommensurables. Et le fait que l'expérience de l'un soit plus vraie que l'expérience de l'autre, c'est quelque chose d'assez indécidable, à vrai dire. Le juge, il décide toujours sur fond de cette indécidabilité-là. Mais ce qui compte, ce n'est pas tellement une sorte d'objectivité de calcul pour le juge, c'est de trancher sur fond de cette indécidabilité-là, alors que les deux parties ont pu faire valoir un petit peu d'une manière comme ces visionneuses stéréoscopiques là, où on a besoin des deux yeux pour voir en relief. Eh bien, imaginez, c'est un petit peu la même chose. On a besoin, pour les concepts de dialectique comme ceux de la justice, on a besoin de pouvoir faire résonner plusieurs énoncés à propos de ce qui est de l'expérience, si vous voulez. L'expérience, c'est pas quelque chose qu'on peut absolument objectiver comme ça. C'est pour ça que quand il s'agit de concepts dialectiques et tout ce qui concerne fondamentalement le gouvernement des sociétés humaines, qu'il s'agisse que ce soit au niveau individuel ou au niveau collectif, et nos comportements relèvent nécessairement de concepts fondamentalement dialectiques. Vous voyez ? Par exemple, il y a un très beau texte de Jacques Derrida là-dessus, qui s'appelle « Force de loi », où il explique qu'un juge, par exemple, qui obéirait au résultat d'un calcul, ce serait plus un juge, ce serait une calculatrice. Ça n'aurait absolument rien à voir. Et de la même façon, si vous voulez, tous ces concepts dialectiques qui font intervenir la parole présupposent une sorte d'écart, un écart entre le signifiant, ce qui est dit, entre les mots et les choses. Et cet écart entre signifiant et signifié, c'est pas un lien entre le signifiant et signifié, c'est une résistance. Et c'est parce qu'il y a une résistance entre signifiant et signifié, chaque mot peut vouloir dire différentes choses. D'ailleurs, si je vous dis, si je vous dis même le mot table, vous avez des images mentales de la table qui vont être différentes des miennes. Couleurs, spontanément comme ça, vous voyez. Et donc, il y a toute une épaisseur, si vous voulez, à la réalité. Alors que la réalité numérique, elle est sans cette sorte d'épaisseur. Elle est, certes, elle n'est pas moins, elle n'est pas moins légitime, d'une certaine manière. Elle rajoute, c'est une autre manière de cartographier le monde, qui est complémentaire, mais qui ne peut pas se substituer, si vous voulez, à la mise en discussion lorsqu'il s'agit de concepts dialectiques. Donc ça peut enrichir, si vous voulez, moi je rêve d'une intelligence humaine augmentée grâce à l'intelligence artificielle, mais certainement pas une intelligence humaine remplacée par l'intelligence artificielle. Ça ne peut pas court-circuiter nos manières de produire du sens à propos de la réalité. Parce que produire du sens, collectivement, avoir l'idée d'un sens commun, précisément, ça présuppose toute une série de choses. Une architecture du commun, le langage, des lieux de comparution. Vous donnez encore un autre exemple, que je prends de Félix Guattari, qui est un philosophe français. Il disait finalement dans les espaces territorialisés, dans les collectivités qui sont coprésentes, si vous voulez, s'imbrique toute une multitude de composantes sémiotiques. C'est pas seulement des données numériques, c'est pas seulement même du langage, c'est toute la mimétique, les prosodies, on parle de body language, tout ça c'est signifiant, si vous voulez. On peut pas tout raboter simplement à l'enregistrement post-factuel de données numériques qui sont toujours un enregistrement presque un petit peu a posteriori ou juste en même temps, mais qui nie, si vous voulez, tout ce contexte référentiel. Interpréter, ça veut toujours dire renvoyer. On peut interpréter que en renvoyant un contexte référentiel, le contexte dans lequel s'est produite l'action ou dans lequel s'est vécue l'expérience. Ouais, il y en a une, c'est Quentin qui y va. Oui, tout à l'heure, en fait, vous nous disiez, vous avez fait vraiment un peu le lien en disant que les intelligences artificielles sont biaisées par les données qu'on leur donne. Mais la question que je me pose, c'est que justement, vous faisiez aussi le rapprochement entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine, et vous disiez qu'il y a vraiment une différence entre, du coup, cette intelligence artificielle et des outils technologiques ou des outils logiciels,
et qu'on nous les impose. Est-ce que c'est pas un peu dangereux justement de faire cette différenciation entre des outils technologiques ou logiciels et l'intelligence artificielle, au risque justement de renforcer cette idée d'intelligence et du coup qu'on lui donnerait un crédit trop grand. Tout à l'heure vous faisiez le lien avec le crédit social. Est-ce que justement ne pas garder du recul et d'arriver à considérer l'intelligence artificielle non pas comme une super intelligence mais comme une sorte de logiciel, ça permettrait justement de pas décrédibiliser, mais de permettre de mettre un peu une sorte de relativité sur tout ça, quoi. Absolument, je crois que là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut l'enjeu, et je pense ce qui est un enjeu beaucoup moins important pour vous qui êtes dans la branche et qui connaissez bien les techniques. Le problème, si vous voulez, sont les gouvernants, les gens qui connaissent pas bien le fonctionnement des techniques, ils savent pas comment ça marche, ils ont tendance à mystifier l'intelligence artificielle. Et c'est là qu'est le problème. Et bien connaître la technique nous garde contre ce genre d'hyperbole dans une certaine mesure, voyez. Mais là je trouve où il y a un piège, c'est que actuellement, par exemple, la course à l'IA est devenue dans le paysage mondial, en tout cas dans l'hémisphère nord, un enjeu géopolitique majeur. Ce qui fait que, par exemple, le mois passé, il y a eu les stratégies IA et AI Strategic Plan de la Maison Blanche de Donald Trump, qui est sous-titré d'ailleurs Winning the Race. Hein, c'est conçu comme une course. Donc on s'interroge plus sur l'outil technique, ni sur ce qu'il peut apporter, ni surtout sur ses limites. L'enjeu, c'est de gagner la course. De la même manière, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, dit qu'elle veut transformer l'Europe en continent de l'IA. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, il y a une sorte d'inflation rhétorique, mais qui n'est pas seulement rhétorique, parce que c'est aussi une attraction de financement massif, c'est un enjeu d'attractivité de financement. Vous savez, le capitalisme fonctionne sur l'économie de la promesse aussi. On promet, regardez, par exemple, les promesses d'Elon Musk d'aller sur Mars ou d'avoir une super intelligence demain, après-demain, après-demain, etc. Cette promesse-là, chaque fois qu'on fait des promesses, on attire des financements, on attire de l'investissement. Et donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Et l'enjeu, finalement, dans cette économie de la promesse, ce n'est pas de savoir si les promesses hyperboliques vont être tenues ou pas, c'est et même à la limite, moins elles sont tenues, plus ça peut continuer à fonctionner comme ça, sur le mode de l'attraction de crédit. Ah, on n'y est pas encore, mais on y est presque. Et quand on dit, oh, on y est presque, alors vous allez encore donner de l'argent. Voyez? Et le problème pour moi, si vous voulez, sur un plan d'une écologie sociale, environnementale et psychique, les 3 écologies de Félix Guattari, c'est justement, si vous voulez, cette attraction massive ou ce détournement de ressources, que ce soit des ressources de recherche, de financement, etc., vers un domaine qui est purement spéculatif. C'est ce que j'appelle finalement l'implantation d'une rationalité hyper spéculative dans la gouvernementalité. Mais donc démystifier, c'est la première chose à faire. Et peut-être, il y a des choses absolument magnifiques à faire avec l'intelligence artificielle, à condition justement de lui reconnaître son caractère littéralement alien aussi par rapport à l'intelligence humaine. Ne pas s'en servir uniquement pour optimiser, pour accélérer et pour court-circuiter notre propre pensée, quoi. Mais merci beaucoup. J'ai une petite question. Je peux. Vas-y. En fait, bon, moi j'ai bu vos paroles. Je suis un peu comme Christine. J'ai un petit souci, c'est que le vocabulaire que vous utilisez est tellement plus élaboré que celui que j'utilise en général que par moments je me perds juste dans les considérations de vocabulaire. Et à un moment, je me suis perdue. En fait, au début, vous définissez, vous reconnaissez l'artificialité de l'intelligence artificielle. Vous parlez du fait que, en fait, ça vient de notre symbolisation du monde. Je le dis avec mes mots qui sont un peu bizarres. Hein. Et après, vous avez dit des choses qui m'ont un peu surprise. Finalement, vous avez dit qu'on pouvait pas contrôler que l'intelligence artificielle, il y a la partie où vous parlez du milieu, finalement de spontanéité, de réaction chimique, de choses comme ça.
Et du coup, là, ça donne un côté vachement plus spontané, en fait. Et du coup, je trouve qu'il y a une contradiction, une dualité entre les deux, et j'ai pas très bien compris. Oui, alors en fait, quand on parle d'intelligence artificielle, évidemment, c'est un mot. Je préfère parler de machine learning que d'intelligence artificielle, parce qu'intelligence artificielle, ça nous embarque tout de suite vers des sortes de métaphores organiques qui sont effectivement piégeantes. Mais ce dont je voulais parler ici, c'est de finalement, vous savez, on a souvent pour les juristes comme moi, la première fois que je me suis interrogée sur ce terme, mais qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? Moi qui viens du droit, on m'a dit, c'est comme une recette de cuisine, et c'est une liste d'instructions suivie automatiquement par une machine, tout ça. Mais en fait, c'est plus du tout ça. C'est plus du tout ça. Finalement, ce sont des machines à métaboliser l'émergence. Les émergences. Elles sont aujourd'hui capables, grâce à, c'est ce qu'on appelle les algorithmes apprenants par exemple, non supervisés, qui ont aujourd'hui vraiment le vent en poupe. C'est ceux qui sont utilisés dans ce qu'on appelle les IA génératives, etc. Mais c'est déjà utilisé aussi dans une certaine mesure, dans ce qu'on appelle le machine learning en général. C'est cette idée que, en fait, vous avez des modélisations, il y a des modélisations qui sont parfois le fait des êtres humains au départ, parfois le fait de la machine elle-même, détection de corrélations dans des grands ensembles de données, les big data, et puis, alors je me sens ridicule de vous expliquer ça moi, parce que je pense que ça va m'aider. C'est cette idée de, et puis vous allez peut-être me détromper aussi, c'est le but de moi venue ici, c'est que vous me disiez là où j'ai tort aussi, c'est cette idée que ensuite, vous avez de nouvelles données qui n'ont pas été prévues par définition, qui ne peuvent pas avoir été prévues par la modélisation antérieure, et qui font en quelque sorte mentir le modèle. Mais le fait que le modèle ne corresponde pas à la réalité telle qu'elle surgit quasiment spontanément du monde connecté, n'est pas interprété par la machine comme une erreur, mais comme une occasion d'apprentissage. Et donc, si vous voulez, on a des modèles, c'est ça, l'évolutivité du modèle et son caractère, si vous voulez, qui a l'air de mimer, en quelque sorte, la normativité de la vie même, qui fonctionne par essai et erreur, etc. Comme les organismes vivants, si vous voulez. La métaphore organique elle est tentante parce qu'elle est éminemment parlante. C'est une sorte d'adaptation, chaque fois, aux nouvelles données. Et donc, ce sont des machines qui ne suivent pas une recette de cuisine, une recette comme une recette de cuisine ou une suite d'instructions, ça devient plutôt des machines à métaboliser l'émergence. C'est-à-dire que, vous savez, jusque récemment, on avait cette idée que la contingence radicale, le fait ou l'indétermination, dont j'ai beaucoup parlé ici, était un frein à l'action intentionnelle. C'est un frein. On ne sait pas, alors on hésite, on doute, etc. Ça produit un effet de ralentissement. Ici, on est en passe dans ce que j'appelle le capitalisme sous stéroïde algorithmique, hyper spéculatif, on est en passe de vaincre ce ralentissement, dans la mesure où les machines permettent à ceux qui s'en servent, au contraire, de transformer, un peu comme dans le trading à haute fréquence, de transformer les émergences non prévues en occasions spéculatives. C'est ce qu'on appelle l'ascétisation. Mais tout ça sans produire aucune connaissance à propos du monde, sans produire aucun modèle. Comme des machines de trading à haute fréquence, elles détectent des signaux, elles s'adaptent sans savoir pourquoi. Il n'y a plus de relation de causalité, il n'y a plus d'inférence de causalité, si vous voulez, ou de compréhension, mais aller très très vite. Et donc c'est pour ça que je dis souvent la gouvernementalité algorithmique ne fonctionne pas, si vous voulez, en normalisant les comportements, en gouvernant le monde, ou en disciplinant les comportements, mais en rendant les gouvernants éminemment agiles et capables de métaboliser en temps réel et de transformer en opportunité ce que précisément ils n'ont pas pu prévoir. Et c'est cette agilité-là, si vous voulez, qui fait que ce sont des machines à métaboliser l'émergence. Et donc, alors que l'émergence, si vous voulez, ou les émergences ou la contingence radicale ou l'indétermination, c'est précisément ce qui nous oblige, nous, êtres humains, à nous mettre ensemble, à imaginer, à symboliser, à essayer de faire collectivement, d'être solidaires par rapport à ce qu'on ne peut pas prévoir.
et à imaginer comment on va s'organiser en commun, là, ça court-circuite tout ce travail politique, de formation de commun, au profit d'une gestion automatique, qui n'est même pas une gestion, en fait, d'un métabolisme automatique de la contingence. Mais alors, évidemment, il y a des gagnants et des perdants. Ceux qui sont gagnants là-dedans, c'est ceux qu'on appelle, ce que Mackenzie Ward les appelle la classe vectorialiste, c'est-à-dire ceux qui sont capables justement d'utiliser les algorithmes pour accroître leur profit en transformant ce qui n'existe que sur le mode de la pure potentialité, c'est-à-dire le virtuel, en plus-value spéculative. Je pense aux propriétaires de plateformes, etc. Et donc il y a une nouvelle classe qui n'est même pas une classe politique. Yanis Varoufakis parle de techno-féodalité, donc de nouveaux types de souverains, assez féodaux, effectivement ça fonctionne un petit peu sur un mode féodal, qui sont en train d'émerger et qui bouleversent assez bien les invariants de la science politique. C'est plus l'État, c'est plus des sujets de droit, des sujets politiques, c'est plus vraiment le peuple, c'est une nouveauté radicale. Ouais, donc si je résume avec mes mots, c'est pas une question de définition de l'intelligence. Donc la dualité, elle est pas là où je pensais qu'elle était, c'est-à-dire que l'abstraction qui est faite par la machine, ça vous maintenez. Mais le côté organique, c'est plutôt l'utilisation qu'on en fait et ce qu'on cherche à capturer en fait. Ok. Oui, si vous voulez, c'est une sorte d'immanence, si vous voulez. Il y avait cette idée, mais qu'on retrouve chez les philosophes Deleuze et Guattari, qu'il y a une sorte d'opposition entre le plan de la norme, qui est un plan d'organisation, ou plan de transcendance, ils appellent ça, et puis le plan d'immanence. Ça, c'est la nature des faits, la sauvagerie des faits, si vous voulez. Et qu'il y a toujours une sorte de rapport dialectique entre les deux, la norme et les faits. Les faits qui n'obéissent jamais à la norme. Tandis qu'ici, on a une sorte si vous voulez, de régime d'indistinction entre la normativité et les faits, parce que le métabolisme des données à très haute vitesse et qui profite à certains de façon spéculative. C'est un mode, finalement, qu'est-ce que c'est qu'un profil? Profil d'utilisateur, profil de fraudeur potentiel. Ce n'est rien, ça ne décrit rien d'existant, mais c'est un espace spéculatif qui finalement rabat l'un sur l'autre l'espace de la norme et l'espace des faits. Et donc, il n'y a plus de distinction entre norme et fait. C'est un régime d'indistinction de pure immanence calculatoire, mais dans lesquels il y a si vous voulez, l'émergence comme ça de nouveaux agents qui exercent une sorte de force sans loi. Non plus force de loi dont parlait Jacques Derrida, mais de force sans loi. Merci. Christine, je crois que ce serait bien qu'on s'arrête pour faire une pause. Je suis désolée. Merci, Bon, on remercie encore Antoinette. Au revoir.